Bonjour à tous. En fait, on va débuter dans quelques minutes. On va laisser les gens entrer. En attendant, peut-être, ce que je vous demanderais, il y a un petit sondage qui va s'afficher à l'écran. Si vous pouvez le compléter, ça va aider nos conférenciers de ce matin à mieux adapter la présentation. Donc, si vous pouvez le compléter en attendant que les gens entrent. Il y a déjà près de la moitié qui sont rentrés. Donc, pour ceux qui viennent de rentrer, si vous pouvez compléter le petit sondage qui est affiché à l'écran, ça va aider nos conférenciers à mieux adapter la présentation de ce matin. Donc, ça prend ces 5 questions rapides à répondre. Donc, je pense qu'on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire d'experts. Je me présente Guy Jobin, je suis vice-président service aux entreprises à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et j'aurai le plaisir d'animer cette rencontre ce matin. Au dernier décompte, vous étiez plus de 678 à vous être inscrits. Je salue tous nos membres et tous les gens de la communauté des affaires qui sont ici avec nous ce matin. Avant de débuter, je tiens à remercier Hydro-Québec pour son soutien et son apport financier à ce webinaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 3 professionnels de KPMG. Il s'agit de M. Jean-Philippe Parent, directeur général financement corporatif. Benoît Lacoste, bienvenue, associé directeur, qui est en remplacement de M. Ralph Massala, qui a eu un empêchement. Madame Annie Maillot-Gamelin, associée Fiscalité canadienne des sociétés. Merci à nos 3 conférenciers d'avoir accepté notre invitation. Les 3 panélistes feront d'abord une présentation de 30 minutes sur la subvention salariale mise d'urgence en fait par le gouvernement fédéral. Le tout sera suivi d'une période de questions d'une trentaine de minutes que j'animerai. Nous invitons d'ailleurs à poser vos questions dans le casier Q&A qui se trouve en bas de votre écran et à faire vos commentaires dans la zone chat. Je vous invite également à aimer ou à liker en bon français toute question qui est dans la boîte Q&A que vous aimeriez voir passer en priorité. Les questions les plus populaires seront posées en premier. Sur ce, je laisse la parole à M. Benoît Lacoste pour la poursuite de ce webinaire. Donc, merci beaucoup, Guy. Premièrement, c'est avec un grand plaisir qu'on a répondu à l'appel de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ce matin pour partager avec vous le travail qu'on a effectué sur la subvention salariale d'urgence du Canada. Il s'agit évidemment de la plus importante mesure de l'histoire du Canada. On a vu les montants en jeu. Pour nous, c'est important que l'ensemble de la communauté d'affaires de Montréal soit le mieux outillé possible pour prendre avantage de cette subvention-là qui, en ce moment, est non seulement très importante, mais absolument requise pour permettre à nos entrepreneurs de traverser une crise sans précédent. Beaucoup de gens vont peut-être dire ça fait un mois déjà que la crise bat son plein. On est un mois, est-ce qu'on est un mois trop tard? Beaucoup de mesures ont été développées dans le dernier mois. Vous avez sûrement pu en prendre connaissance une par une, premièrement via les conférences de presse du premier ministre, notamment au niveau de la subvention salariale. Et ensuite, ça a pris un certain temps, évidemment, pour que ça soit loi. Mais c'est important de dire, c'est que tous nos clients aujourd'hui et tous les entrepreneurs, c'est vraiment un bon moment, c'est à propos présentement de regarder et d'analyser la mesure parce qu'on a beaucoup plus d'informations sur la mesure et on est aussi plus à même de valider certaines questions auprès des autorités fiscales canadiennes. Donc, à la fin du webinaire, on va partager avec vous un document qui reprend l'ensemble des mesures proposées à l'intérieur de la subvention salariale et ça nous fait grand plaisir de le partager avec toute la communauté montréalaise.
Peut-être juste avant de débuter la présentation, ça serait intéressant de voir, on n'a pas pu faire de cocktail avant cette belle réunion, donc peut-être on peut partager les résultats du sondage. Donc, vous êtes un tiers d'entrepreneurs, un peu plus de la moitié d'employés d'entreprise et à peu près 15% de conseillers d'affaires. Principalement, vous œuvrez dans plusieurs champs d'expertise assez diversifiés. Je vous dirais qu'une grande majorité d'entre vous travaillez dans le secteur du service, ce qui n'est pas surprenant pour notre économie québécoise et montréalaise. Un certain pourcentage d'entre vous travaillez aussi auprès des services publics. Donc, merci. Et un 2%, et non le moindre, travailler dans les soins de santé. Donc, pour tous ceux qui travaillent dans les soins de santé, grand merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites chaque jour. On voit au niveau de la taille des entreprises, encore là, c'est varié. On a un nombre important de PME et on est très content de ça, à 63% de participation. Donc, n'hésitez pas à poser les questions que vous avez. Ça nous fait grand plaisir de supporter nos entrepreneurs du Québec. Est-ce que vous avez mis à pied temporairement une portion de vos employés? Vous avez répondu oui à 56% et non à 44%. Et vous avez répondu non au niveau des filiales étrangères à 82%, ce qui est en ligne probablement avec la majorité d'entre vous qui avaient une entreprise entre 1 et 50 employés avant la crise. Donc, merci. Et là, je vais céder la parole à mon collègue Jean-Philippe. Merci, Benoît. Bon matin, bonjour tout le monde. Donc, ce que je voulais prendre l'occasion de vous présenter avant qu'on tombe dans le détail de la loi, c'est peut-être faire une petite chronologie comme Benoît a pu le faire à haut niveau par rapport à ce qui a été annoncé depuis maintenant près d'un mois. Donc, un bref rappel, le premier cas de COVID a été identifié au Canada au mois de janvier. Un petit clin d'œil, ça fait déjà depuis le 12 mars que nos employés, nous, chez KPMG, travaillent de façon virtuelle. Le 18 mars, rapidement, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. C'est un plan de 27 milliards qui a été annoncé. C'est important aussi de rappeler que dès le 18 mars, le gouvernement avait annoncé des reports fiscaux de l'ordre de 55 milliards de dollars, donc pour créer de la liquidité dans le système, puis créer de la capacité pour les sociétés et les compagnies de répondre à leurs besoins puis de continuer de respecter leur engagement financier. On tend souvent à l'oublier, puis c'est une mesure qu'aujourd'hui, on n'ira pas dans le détail, mais qui est importante pour les compagnies de tirer profit. Dès le 19 mars, la BDC a présenté à haut niveau ses programmes de support, notamment les prêts via le portail en ligne aux petites sociétés qui a été en très grosse demande pour lesquels la BDC a obtenu une augmentation très importante de volume dans les premières semaines de la crise. Il y a aussi le même jour le gouvernement du Québec qui a annoncé le pacte, une mesure de 2,5 milliards de dollars avec Investissement Québec, notamment, ainsi que des reports fiscaux qui allaient donner 8,3 milliards de liquidités dans l'économie québécoise. Encore là, une autre mesure qu'on tend à oublier, mais qui apporte beaucoup de capacité dans le système. Le 24 mars, c'est à se rappeler, ça a été la fermeture des services non essentiels. Il y a eu le 25 mars au niveau fédéral l'annonce de la prestation canadienne d'urgence, la mesure de 2 000 $ par mois, donc le 500 $ par semaine pour s'assurer d'étendre le filet social, pour s'assurer que tout le monde soit en mesure de passer au travers de la crise, autant au niveau des sociétés qu'au niveau des individus, justement, que le filet social soit bien présent. Le 27 mars, ça a été la première fois où il y a eu la notion de la subvention d'urgence canadienne, la subvention salariale d'urgence canadienne, la SSUC, vous allez voir l'acronyme souvent, qui était à ce moment-là un programme qui était annoncé de 73 milliards de dollars. Au moment où le ministre Morneau en a parlé pour la première fois, il mentionnait que c'était la plus grande mesure économique de l'histoire du Canada à ne jamais être annoncée. Il y a eu plusieurs interprétations entre le 27 mars et le 11 avril, date où laquelle la loi a été votée et mise en effet. Il y a eu plusieurs itérations, on a eu plusieurs commentaires chez nous et plusieurs conseillers comme nous, on peut avoir plusieurs commentaires pour le partager au ministère des Finances. Donc, la loi qui a été adoptée a permis d'apporter certaines précisions sur ce programme de 73 milliards-là.
faut garder en tête que c'est le plus grand programme de l'histoire du Canada, mais c'est aussi une loi qui tient sur 17 pages, tandis que la loi de l'impôt, je ne connais pas le nombre de pages, mais c'est des milliers de pages. Donc, c'est une loi qui est relativement simple, entre guillemets, que je dirais par rapport à l'importance que ça a. Et de là, le bien fondé aujourd'hui de vous présenter un peu plus dans le détail certaines règles, puis de vous exposer à ces problématiques-là que certaines sociétés peuvent vivre présentement pour interpréter la loi. Donc, puis il y avait aussi les fonds locaux d'investissement du Québec de 150 millions qui est annoncé le 3 avril. Donc, tout ça, c'est pour mettre en perspective les mesures fédérales et provinciales. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Annie Maillot-Gamelin, associée en fiscalité, qui va pouvoir rentrer dans le détail. Annie. Merci Jean-Philippe, je pense que ça fait, merci Benoît, ça fait un bon survol là, de l'histoire derrière la mesure. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de la mesure. C'est quoi les conditions d'application, qui est visé par la mesure, comment elle s'applique. Donc, c'est quoi en bref la subvention salariale d'urgence du Canada? C'est une mesure d'aide temporaire, c'est une mesure de très grande envergure, comme mes collègues l'ont mentionné, qui vise des employeurs de toute taille, puis d'à peu près tous les secteurs. Ici, ce n'est pas une mesure qui est seulement limitée à des PME, mais on vise vraiment des employeurs qui peuvent être des grandes entreprises également. C'est une mesure qui vise des entreprises qui ont subi des diminutions de revenus liées à la COVID. C'est une mesure qui se veut temporaire sous forme d'une subvention salariale. Dans le fond, le but de la mesure, c'est vraiment d'aider les entreprises à maintenir le lien d'emploi avec leurs travailleurs pour passer à travers la crise, réembaucher aussi des gens qui ont été mis à pied en raison des circonstances actuelles pour faciliter la reprise là, une fois que la crise va être passée. Dans le fond, la mesure va couvrir jusqu'à 75 % d'une première tranche de salaire annuel de 58 700, ce qui revient à un maximum là, de subvention de 847 $ par semaine pour un employé admissible. Et c'est une mesure qui est présentement en vigueur du 15 mars au 6 juin. Donc, on regarde un petit peu plus la mécanique, comment se calcule la subvention. La subvention va être calculée sur les salaires qui sont versés à des employés admissibles. C'est des concepts qu'on va discuter plus en détail un petit peu plus loin dans la présentation. Le montant de la subvention va correspondre à la plus élevée de deux sommes. D'abord, 75 % du montant de la rémunération admissible qui est versée à l'employé, toujours jusqu'à concurrence d'un montant de 847 $. Et le moindre de deux montants, soit le montant de la rémunération qui est versée, encore une fois, jusqu'à concurrence de 847 $, ou 75 % de la rémunération de base de l'employé. La rémunération de base, dans le fond, c'est un concept qui vise à considérer quelle était la rémunération moyenne hebdomadaire de l'employé au cours de la période entre le 1er janvier et le 15 mars. De façon générale. Puis cette formule-là, elle est légèrement modifiée quand on a un employé qui a un lien de dépendance avec l'employeur. Dans ce cas-là, dans le fond, le premier élément de la formule que je mentionnais n'est pas considéré. Cet élément-là est réputé être 0. Donc, pour un employé qui a un lien de dépendance avec l'employeur, le montant de la subvention est limité au moindre de deux montants, soit la rémunération qui est versée jusqu'à concurrence de 847 ou 75 % de la rémunération de base. Ce qu'on peut voir ici, c'est que afin qu'un employé qui avait un lien de dépendance avec l'employeur, on peut passer à des propriétaires exploitants, il faut qu'il y ait un salaire qui ait été versé pour la période entre le 1er janvier et le 15 mars, sinon la subvention n'est pas disponible. On ne peut pas seulement décider d'avoir l'employé qui est ajouté à notre paye à partir du 15 mars, puis d'avoir la subvention par rapport à son salaire. Le montant ne serait pas admissible. Autre élément important, c'est qu'il y a la possibilité d'obtenir pour les employeurs le remboursement de certaines cotisations qui sont faites soit à l'assurance emploi, au régime de pension du Canada, ainsi qu'au RRQ et RQAP au Québec. Ça vise des employés admissibles qui continuent d'être sur la liste de paye, mais qui sont en congé. Ça vise seulement les employés en congé payé. Donc, si on a un employé qu'on continue à payer, mais qui travaille pour l'entreprise, on n'a pas le bénéfice du remboursement des cotisations employeurs. C'est une formule qui est un petit peu complexe, fait qu'on a pensé faire un exemple chiffré là, relativement simple pour vous aider à comprendre un peu comment ça fonctionne.
Si je commence avec mon premier scénario ici, on voit le scénario 1, on a un salaire rémunération de base. Donc, on avait un employé qui avait un salaire de 800 $ par semaine en moyenne pour la période du 1er janvier au 1er mars. Et on a maintenu son salaire après le 15 mars. Donc, notre employé gagne toujours 800 $ par semaine. Si on applique notre formule, on doit calculer le plus élevé des montants de A ou B. Donc, A, on a 75 % de la rémunération qui est versée, qui nous amène à 600 $. On a toujours notre limite maximale de 847. Et l'autre composant de la formule, c'est qu'on doit regarder le moindre de la rémunération versée, qui est de 800 $, toujours limité à notre maximum de 847, ou si le montant est moindre, 75 % de la rémunération de base de l'employé, ici, ce qui nous donnerait 600. Donc, on peut voir que dans une situation comme ça, où un employé qui gagne 800 $ et qui gagnait aussi 800 $ par semaine avant la crise, le montant de la subvention serait vraisemblablement 75 % du salaire gagné, donc 600 $. On peut voir un autre exemple ici où on avait un employé qui, avant la crise, avait un salaire de 800 $ par semaine et l'employé a continué à être payé après la crise, mais on a diminué son salaire. L'employé a eu une baisse de salaire de 25 % et gagne maintenant 600 $ par semaine. Donc, si on applique notre formule, le plus élevé des montants A et B, on a 75 % de la rémunération qui est versée. Donc, 75 % de notre 600 $ qui nous amène à 450. Et l'élément B qui est le moindre de la rémunération versée, qui est de 600 $ ou 75 % de la rémunération de base. Notre rémunération de base était de 800 $, donc 75 % nous amène à 600. Dans ce scénario-là, l'employeur aurait droit à une subvention de 600 $ qui reflète la totalité de la subvention qui est versée relativement au salaire. L'employeur aurait la totalité en subvention du salaire qui est versé à l'employé après la crise. On voit vraiment que c'est le résultat dans un scénario où il y a une baisse de rémunération pour notre employé par rapport à la rémunération avant la crise, ce qui permettrait à l'employeur de bénéficier d'une subvention du plein montant. Ce qui est important, Annie, excuse-moi, juste ici, ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de compléter la rémunération. Donc, il n'y a pas d'obligation légale de compléter la rémunération qui aurait été par ailleurs réduite de 25 %. Donc, ça, c'est une question qui est souvent posée. Donc, il n'y a pas présentement d'obligation légale dans la loi qui force un employeur à compléter la rémunération, d'où la formule qu'Annie vient de donner, le scénario numéro 2. Effectivement, le gouvernement a à plusieurs reprises fortement encouragé les entreprises à maintenir le salaire des employés avant la crise, mais effectivement, dans la législation, il n'y a pas d'obligation pour avoir droit à la subvention. Puis ce qu'on voit essentiellement, là, je ne rentrerai pas dans le détail, mais les scénarios 3 et 4, c'est des exemples où on a des rémunérations un peu plus élevées. On a quand même une baisse de rémunération pour la période là, après le début de la crise. Et on voit avec la mécanique que dans ces cas-là, notre subvention, elle est limitée à la rémunération maximale de 847 $ par semaine. Donc maintenant, qui a droit à la subvention salariale d'urgence du Canada? Comme je mentionnais, c'est une mesure qui est relativement large, qui vise des entreprises de toute taille. On vise également des particuliers qui ont un numéro d'entreprise, qui font des retenues à la source, des sociétés qui ne sont pas exonérées d'impôts. Ici, il n'y a pas de précision, il n'y a pas d'exigence que ce soit une société canadienne qui soit détenue par des intérêts canadiens. On peut avoir des sociétés qui sont détenues par des entités étrangères. On a également des OBNL, des organismes de bienfaisance enregistrés qui peuvent être admissibles à la mesure. Je pense que c'était une des questions qu'on avait posées. Les OBNL sont bel et bien admissibles à la mesure. On vise aussi des sociétés de personnes. Par contre, ici, il faut que tous les membres de la société de personnes soient eux-mêmes des entités déterminées. Il n'y a pas de seuil qui est indiqué, donc on pourrait avoir un membre qui détient une participation minoritaire dans une société de personnes qui n'est pas une entité déterminée et on viendrait disqualifier notre société de personnes. Et parmi les membres qui ne seraient pas des entités déterminées, on aurait des organismes publics. Par exemple, une société d'État, des municipalités, certaines écoles, c'est le type d'entités qui ne sont pas visés par la subvention salariale de 75 %.
Et notre entité, notre employeur admissible, dans le fond, pour avoir droit à la subvention, doit rencontrer certaines conditions. La plus importante, c'est d'être en mesure de démontrer qu'il a subi une baisse de ses revenus admissibles pour soit les mois de mars, avril ou mai par rapport à une période antérieure qu'on va discuter plus en détail prochainement. Au niveau des employés et de la rémunération qui sont sujets à la subvention, on vise tous les employés qui sont à l'emploi au Canada, qui vont être à l'emploi relativement à une période d'admissibilité pour la subvention. Et un autre point qui est important, c'est qu'on vise des employés qui n'ont pas été sans rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs au cours d'une même période d'admissibilité. Ça, c'est vraiment le jeu de l'interaction entre la subvention salariale et la prestation canadienne d'urgence. Parce que ceux qui sont un petit peu plus familiers avec la mesure, la prestation canadienne d'urgence est disponible pour des employés qui ont été sans rémunération pendant une période de 14 jours au moins pendant la première période pendant laquelle ils font la demande. Donc, ça nous permet d'éviter qu'il y ait un dédoublement entre les mesures. Annie, peut-être aussi mentionner que l'employeur n'a pas l'obligation de rembaucher ses employés pour bénéficier de la mesure, là. Donc, il pourrait ne pas rembaucher l'ensemble de ses employés, comme c'est bien mentionné. Et une autre question qui est posée fréquemment, c'est que les employés n'ont pas besoin de travailler pour être éligibles, pour que l'employeur soit éligible à la mesure. Exactement. Exactement. On a plusieurs employeurs qui ont dû mettre à pied une portion de leurs employés, puis il y en a qui continuent à travailler. La subvention est disponible par rapport à ceux qui continuent à travailler. Effectivement, il n'y a pas d'obligation de réembaucher. Puis aussi, la mesure peut s'appliquer pour des nouveaux employés. On peut embaucher des nouveaux employés, pas nécessairement des gens qui étaient déjà sur la liste de paye là, avant le début de la crise. Une des questions pratiques, Annie, qu'on se fait souvent poser, c'est est-ce que les employeurs appliquent la mesure autant aux gens qui ne travaillent pas que ceux qui travaillent? Et c'est sûr que ça crée une question pour beaucoup d'employeurs de dire est-ce que je devrais favoriser les employés qui viennent travailler versus ceux qui ne viennent pas travailler? Donc, on a vu à travers les différents conseils ou commentaires qu'on a reçus des clients que certains vont utiliser la mesure comme un incitatif aussi. Donc, ils vont bonifier les employés qui viennent travailler. Mais un des éléments importants dans la décision de l'appliquer à tous les employés ou seulement une portion des employés étant ceux qui viennent travailler, certains employeurs ne vont pas regarder ça employé par employé, mais vont plutôt regarder l'ensemble du coût de payroll, donc des charges avant le COVID et après le COVID et la mesure de subvention salariale, pour regarder si effectivement ça leur permettrait, pour des coûts similaires aux coûts qu'ils anticipaient, en payant seulement les employés qui venaient travailler, de faire bénéficier les employés qui ne travaillent pas d'une augmentation de leur rémunération par rapport à la prestation de 2 000 $. Donc, je pense que ça, c'est un élément aussi qu'on voit dans nos discussions avec les clients. Donc, les deux sont possibles, mais certains employeurs vont utiliser le mécanisme pour essayer de comparer les coûts de payroll et bonifier les employés qui vont continuer à travailler par rapport à ceux que, pour reprendre les mots de certains de nos clients, là, ils écoutent Netflix à la maison. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, comme je mentionnais, la subvention s'applique sur les salaires qui sont versés aux employés qui se présentent au travail ou pas, comme Benoît le mentionnait. C'est quoi la rémunération là, qui est couverte par la mesure? On vise de façon générale là, tous les salaires, avantages imposables là, qui sont reçus par les employés, sous réserve de certaines exceptions. Là, on exclut les montants qui sont liés aux avantages d'options d'achat d'actions, des allocations de retraite, mais essentiellement, on vise vraiment des montants qui sont assujettis à des retenues à la source d'impôts pour les employés. On ne vise pas des montants qui sont versés en vertu de contrats de service, par exemple, avec des co-contractants. Ça, c'est un élément qui n'est pas couvert par la mesure. On a aussi des situations où la forme de rémunération qui est versée, on parle souvent de situation de propriétaire exploitant, la forme de la rémunération qui est versée, c'est des dividendes. La mesure ne s'applique pas à ce niveau-là. Là, on parle vraiment de salaires qui sont versés aux employés. Quelques observations, là, il y a certains points qu'on a déjà couverts, là, mais comme ça vaut peut-être la peine de le rementionner, pas d'obligation de verser aux employés les salaires qu'ils touchaient avant la crise. Comme on a vu avec la mécanique de calcul, effectivement, là, on peut avoir une diminution de salaire, puis la subvention est quand même disponible. Ça va affecter le montant de subvention, évidemment, mais il n'y a pas d'obligation afin de bénéficier de la mesure.
On encourage par contre les employeurs à faire les efforts raisonnables pour tous les efforts possibles pour ramener les salaires avant la crise. Un élément qui est à considérer aussi, c'est que c'est possible, dans le fond, il y a certaines situations où, justement, là, un peu pour reprendre l'exemple de Benoît, là, des situations où on a des employés qui continuent d'être payés, mais qui sont en congé, qui ne viennent pas travailler. On a des employeurs qui, justement, pour encourager ou supporter les employés qui continuent de se présenter au travail, malgré les circonstances, il peut y avoir une augmentation de leur rémunération par rapport à la situation avant la crise. On a parlé de la situation inverse tout à l'heure, d'avoir une baisse de rémunération, mais il y a la possibilité d'avoir un salaire qui est supérieur à celui versé avant la crise et le salaire pourrait être admissible à la subvention. Par contre, il y a un élément important à considérer ici, il y a une mécanique anti-évitement. On veut éviter qu'il y ait une augmentation indue des salaires juste pour ayant comme objet principal, si on veut, de bénéficier de la mesure. Il ne faut pas avoir une augmentation de salaire le temps d'avoir la subvention et après ça, s'attendre à ce que le salaire diminue, puis que le but soit de bénéficier de la mesure. Là, ça, c'est le salaire majoré ne se qualifiera pas pour la subvention. Mais autrement, si c'est légitime comme mesure, c'est possible d'avoir la subvention sur un salaire plus élevé. Puis, on a des règles aussi spéciales là, si les gens jouent un petit peu avec les règles, puis il y a des montants qui sont versés aux employés, mais qu'on s'attend raisonnablement à ce qu'ils soient remis à l'employeur. Ce n'est pas des montants qui vont être visés là, par la subvention. Au niveau des périodes d'admissibilité, c'est un point qui est très important. On l'avait mentionné un petit peu précédemment. On va donner un petit peu plus de détails. C'est en lien avec la diminution des revenus admissibles. Dans le fond, pour avoir un employeur qui se qualifie à la mesure, il doit être en mesure de démontrer une diminution de ses revenus admissibles pour une période d'admissibilité donnée. Et là, on a 3 périodes de référence pour calculer la baisse de revenus. On a le mois de mars 2020, pour lequel on doit démontrer une baisse de revenus de 15 %. Le mois d'avril et le mois de mai, c'est une baisse de revenus de 30 %. Et la période de comparaison pour déterminer la baisse de revenus, il y a deux alternatives. On peut comparer le mois en question. Donc, si on prend l'exemple du mois de mars 2020, on va comparer soit avec notre mois de mars 2019 pour voir quels étaient nos revenus à ce moment-là. Est-ce qu'on a une baisse de 15 % ou un allègement qui a été présenté par le gouvernement qui visait initialement surtout les startups ou les entités qui n'avaient pas de comparable pour l'année précédente. Mais c'est quand même un allègement qui s'applique pour toutes les entreprises. Je pense que c'est important de le noter. On peut utiliser à titre de base de comparaison la moyenne des revenus pour les mois de janvier et février. Par contre, si on choisit une mesure de comparaison, soit le mois équivalent de l'année précédente ou la moyenne de janvier-février, c'est la même méthode qu'on doit utiliser pour toutes les périodes de référence. Donc, si on l'utilise pour mars, on doit utiliser la même méthode pour les mois d'avril et de mai. Et également, un point important à mentionner, c'est que dans la législation, le gouvernement a permis un allègement supplémentaire qui permet à une entité qui se qualifie pour une période de référence donnée. Disons que j'ai une entité qui se qualifie pour le mois de mars parce qu'elle a une baisse de revenus de 15 % comparativement, par exemple, à son année précédente. Cette entité-là va être automatiquement qualifiée pour la période qui suit immédiatement. Donc, elle serait automatiquement qualifiée pour le mois d'avril. Par contre, ça ne s'applique pas pour le mois de mai. Il devrait y avoir une démonstration d'une baisse de revenus qui va être faite pour la période de mai, mais c'est quand même un allègement intéressant, là, surtout pour la différence entre le mois de mai et le mois de mars, et le mois d'avril, du 15 et du 30 %. La même logique s'applique si on a une entreprise qui est capable de démontrer une baisse de revenus de 30 % pour le mois d'avril. Elle serait automatiquement qualifiée, évidemment, pour le mois d'avril, mais aussi pour le mois de mai. Et juste, on fait référence à des périodes d'admissibilité. Donc, on a notre période de référence pour déterminer notre baisse de revenus, qui est mois par mois. Et si on se qualifie pour un mois donné, donc le mois de mars 2020, la subvention s'appliquerait pour la période d'admissibilité correspondante. Ça veut dire tous les salaires qu'on a versés, la rémunération admissible, entre le 15 mars et le 11 avril pour le mois de mars. Et pour le mois d'avril-mai, on a aussi nos périodes d'admissibilité particulières qui vont du 12 avril au 9 mai pour le mois d'avril et du 10 mai au 9 juin pour le mois de mai. Peut-être
Annie, je vais peut-être faire un commentaire du point de vue des revenus, là, de la définition des revenus d'un point de vue, je dirais, comptable, là. C'est important de garder en tête parce que pour une compagnie qui vend, par exemple, un produit puis qui a un revenu, on va dire, vous vendez une boîte de bois, là, à chaque fois que vous vendez une boîte de bois, vous avez un revenu qui vient avec. C'est facile d'identifier l'élément déclencheur de reconnaissance des revenus. Il y a une vente, il y a une livraison, il y a un revenu. Pour les sociétés qui ont des revenus qui sont liés à la complétion d'un grand projet. Donc, il y aurait une reconnaissance des travaux qui serait faite au fur et à mesure que la progression d'un projet. Ou par exemple, une entreprise dans le domaine du service qui peut avoir des revenus liés à la livraison d'un événement ou à la livraison d'un élément fixe dans un calendrier. Il faut garder en tête que si jamais vous faisiez toujours votre reconnaissance de revenu avec une règle comptable prédéterminée, peut-être par votre comptable externe qui vous faisait le calcul annuellement de comment est-ce que vous devriez reconnaître vos revenus au travers de l'année, il faut contacter votre comptable pour être certain de voir si jamais ça n'a pas un impact sur l'entrée de journal, sur la reconnaissance de revenus qui fera en sorte que vous pourriez potentiellement vous qualifier avec une baisse de vos revenus qui viendrait du fait justement que vous n'avez pas d'activité. Donc, pour les sociétés qui n'ont pas l'exemple facile de la boîte de bois avec un revenu et qui a plus de complexité, parlez à votre comptable. Vous pourriez peut-être découvrir que vous pourriez être admissible à ce point de vue-là. Puis un autre élément que pour l'instant, la législation n'exige pas que la réduction de revenus admissibles ait un lien soit liée à un lien de cause à effet entre la crise du COVID et la réduction de revenus. Donc, on a beaucoup de clients qui vont nous poser la question, ben moi, mon mois de mars est moins bon que le mois de mars de l'année passée. C'est pas à cause du COVID. Est-ce que j'ai droit à la mesure présentement? Il n'y a aucune restriction à cet égard-là. On va rester à l'affût pour voir s'il y a d'autres choses qui arrivent, mais pour l'instant, il n'y a pas cette exigence-là dans la loi. Parfait. Merci pour les précisions. Peut-être un dernier point là, par rapport aux périodes de référence. La loi mentionne simplement les mois de mars, avril et mai, sans donner plus d'indications. On a beaucoup de clients qui posent la question, oui, mais moi, mes périodes comptables sont différentes d'un mois calendrier. Est-ce que je peux utiliser mes périodes comptables comme période de référence? Pour l'instant, notre interprétation de la législation, là, sous réserve d'avoir des précisions des autorités fiscales, serait qu'on fait référence à la période calendrier et non à la période comptable de tous et chacun là, qui pourrait varier. Élément aussi d'intérêt, c'est qu'on a mentionné qu'il y a 3 périodes d'admissibilité qui existent présentement. Donc, on parle d'une mesure qui est en vigueur du 15 mars au 6 juin. Par contre, dans la législation, le gouvernement s'est donné la latitude de prolonger le programme, a annoncé la possibilité d'avoir une période d'admissibilité additionnelle qui pourrait prendre fin au plus tard le 30 septembre. Je pense que le gouvernement voulait se donner vraiment une porte pour prolonger le programme, tout dépendant de l'évolution de la situation. On va voir comment la crise évolue là, au cours des prochains mois, mais il y a certaines entreprises que la baisse de revenus va vraiment plus se faire sentir au début de l'été. Donc, on va rester à l'affût pour voir s'il y a une prolongation du programme là, qui pourrait être annoncée. Là. Question de revenus admissibles. Quelques mentions brèves qu'on a déjà fait, mais si on va un petit peu plus dans le détail, c'est une notion vraiment comptable là, qui est utilisée pour déterminer les revenus admissibles. On parle vraiment de rentrée de somme d'argent ou d'autres contreparties qui sont reçues ou à recevoir dans le cours normal des activités de l'employeur au Canada. La mention Canada est bien importante. Là, on parle vraiment des activités canadiennes. On a des situations où on a des sociétés canadiennes, par exemple, qui font qui vendent toutes les activités sont au Canada, mais qui vendent à l'extérieur du Canada. Les ventes extérieures du Canada là, feraient partie des revenus admissibles. Par contre, la situation serait différente si on a une entité canadienne qui a un branch, si on veut, ou un établissement stable dans un autre pays, là, par exemple aux États-Unis, et qui a des activités dans ce pays-là et qui génère des revenus à partir de ces activités-là. Ce ne serait pas des revenus admissibles pour les fins de la subvention. Je pense que la ligne, à cet égard-là, c'est pas facile à tracer la ligne. Des fois, là, la ligne, c'est si vous êtes assujetti à l'impôt, par exemple, dans le pays étranger, je pense qu'il faut lever un drapeau puis regarder si effectivement, ces revenus-là rentrent dans le calcul. Donc, je pense que c'est un élément important de regarder votre assujettissement à l'impôt étranger.
Oui, tout à fait. Comme Jean-Philippe l'a mentionné, là, le calcul des revenus admissibles, c'est vraiment basé sur les pratiques comptables habituelles. Donc, faut vraiment faire l'analyse avec vos conseillers au niveau comptable là, pour voir quelle est la méthodologie de calcul dans votre situation. On doit exclure les postes extraordinaires et sous réserve de règles particulières que je vais discuter plus tard, tous les revenus qui sont tirés de sources avec lien d'indépendance doivent être exclus du calcul des revenus admissibles. Donc, si on a des ventes qu'on fait à l'externe, mais on a aussi une portion de nos ventes qu'on fait à nos entités dans notre groupe, seulement les ventes à l'externe seraient considérées, encore une fois, sous réserve de certaines règles particulières. Un allègement qui est offert aux entreprises, et ça vise vraiment toutes les entreprises, c'est d'avoir la possibilité de faire le choix de calculer nos revenus admissibles selon la comptabilité de caisse. Pour certains, c'est vraiment un meilleur indicateur de l'impact de la situation économique actuelle, de la diminution de revenus, donc la possibilité de faire le calcul sur une base de caisse. Par contre, si on choisit de le faire sur une base de caisse pour une période, il faut utiliser cette même méthode-là pour toutes les autres périodes pour lesquelles on veut se qualifier et demander la subvention. Certaines règles spéciales pour des entités qui font partie d'un groupe et aussi, comme je mentionnais, des entités qui ont un lien de dépendance. De façon générale, les membres d'un groupe d'entités affiliées peuvent choisir soit d'établir leurs revenus sur une base stand-alone, sur une base d'entité par entité. Donc, chacune fait le calcul de ses revenus, ses propres revenus admissibles, selon les règles qu'on mentionnait précédemment. Ou si tous les membres du groupe font le choix, on peut utiliser les revenus établis sur une base consolidée. Chacun, après ça, doit utiliser ces revenus-là pour faire sa propre demande là, par rapport aux salaires qui sont versés, mais il est possible de qualifier comme ça peut-être plus d'entités dans un groupe si jamais, par exemple, on a une situation où on a des entités du groupe qui opèrent dans le domaine des services essentiels et eux continuent d'avoir des opérations là, qui n'ont pas vraiment eu de baisse depuis le début de la crise. Par contre, on a d'autres lignes de services dans d'autres entités qui ont dû cesser leurs opérations. Ça peut être intéressant de faire le calcul sur une base consolidée et qualifier peut-être plus d'entités du groupe là, de cette façon-là. C'est important ici de mentionner que le concept de consolidation, techniquement, de la façon dont Annie l'explique, ne peut qu'aider quelqu'un à se qualifier présentement. Donc, si vous ne vous qualifiez pas sur une base individuelle, toutes les entités, c'est possible que sur une base consolidée, vous soyez en mesure de qualifier l'ensemble de l'organisation. C'est encore important ici de mentionner que c'est une consolidation des revenus canadiens. Donc, il faut exclure tous revenus étrangers. Donc, ce n'est pas simplement de prendre les états financiers consolidés d'un groupe, mais comme la plupart d'entre vous n'avaient pas de filiales étrangères, c'est peut-être moins pertinent. L'autre élément qui est important, et Annie l'a mentionné, il y a une limitation à la mesure présentement, qui est une limitation où des entreprises ont différentes lignes d'affaires ou différents types de secteurs d'activité. Donc, malheureusement, la mesure permet à des entités à des groupes qui auraient des entités distinctes pour conduire ces différentes entreprises-là, de peut-être se qualifier davantage ou non, des fois ça peut être négatif, que s'ils ont les activités dans la même entité légale. Donc, c'est possible que dans des PME, vous ayez deux types de business, une qui va super bien, une qui va moins bien. Si elles sont dans la même entité légale, si l'entreprise qui va très bien fait en sorte que vous ne vous qualifiez pas à la réduction de revenus, effectivement, c'est plus négatif que si vous aviez eu deux entités légales pour conduire les deux entreprises distinctes. Mais c'est une limitation de la mesure présentement. Oui, c'est un excellent point parce qu'on a beaucoup la question. Moi, j'ai une seule entité juridique, mais j'ai plusieurs divisions à l'intérieur de mon entité. Est-ce que je peux qualifier une division par rapport à une autre? La mesure de la façon dont elle est rédigée ne le permet pas. C'est vraiment sur une base d'entité par entité et peut-être sur une base consolidée là, avec les règles qu'on vient de mentionner. Comme je mentionnais également, la notion à la base de revenus admissibles exclut les revenus qui proviennent d'autres entités du groupe là, avec lesquelles on a un lien de dépendance. Par contre, il y a une règle spécifique qui est relativement complexe, fait que je ne rentrerai pas dans le détail, ça va être plus un peu conceptuel. C'est une règle qui s'applique quand on a une entité dont la totalité ou presque de son revenu provient de personnes avec lien de dépendance. Donc, on parle d'environ 90% et plus des revenus d'une société qui proviennent de personnes avec lien de dépendance.
C'est assez spécifique comme situation. Si on avait une situation où on a une entité qui vend peut-être 50 de ses produits à l'externe, puis 50 aux entités de son groupe, ce n'est pas une règle qui va viser cette entité-là. Donc, on parle de la totalité ou presque des revenus avec personnes avec l'indépendance. Et c'est une règle là, qui permet essentiellement d'aller voir, on fait grosso modo là, une moyenne pondérée là, des revenus générés par les diverses entités du groupe et on va voir pour chacune de ces entités-là, c'est quoi leur baisse de revenus, puis d'une façon un peu une espèce de consolidation synthétique, là, on applique cette baisse-là à notre entité qu'on veut qualifier. Mais c'est des cas assez précis. On a des règles spéciales de calcul aussi qui visent des participants de co-entreprise, mais aussi des organismes de bienfaisance enregistrés, puis des OBNL. Notamment pour ces deux types d'organismes-là, il y a des allègements qui sont prévus. Beaucoup de leur financement peut provenir d'aides gouvernementales et pour les fins de calculer leurs revenus admissibles, ces organismes-là vont avoir la possibilité, à leur discrétion, soit d'inclure ou d'exclure totalement l'aide gouvernementale à titre de revenus. Si une méthode est choisie, on doit la choisir pour toute la période, mais ça peut aider donner une certaine flexibilité pour ces organismes-là pour se qualifier. Et pour les OBNL et les organismes de bienfaisance enregistrés, nous allons faire un webinaire gratuit la semaine prochaine. Donc, si jamais les gens qui ont des préoccupations spécifiques à ce type d'entité-là, c'est peut-être une bonne chose d'en prendre note. Étant KPMG, c'est KPMG qui va faire ça. Oui. Okay, vas-y, excuse-moi, vas-y Annie, je pense que tu vas l'adresser. J'allais passer, prochain point qu'on voulait couvrir, c'est un peu l'interaction entre la subvention salariale et les autres mesures d'aide qui ont été annoncées. On a beaucoup de questions, l'interaction avec la PCU ou l'interaction avec la subvention salariale de 10 comment tout ça est intégré. Essentiellement, ce qu'on a mis ici, c'est la mécanique de calcul un petit peu plus formelle. Là. Dans le fond, le montant net de la subvention. Évidemment, on a le montant de la subvention salariale de 75 selon les règles qu'on a mentionnées précédemment, mais il y a certains ajustements là, qui sont faits à la mesure pour s'assurer qu'il n'y a pas un dédoublement de l'aide. Notamment, si on a une entité qui se qualifie aussi pour la subvention salariale de 10 puis ça c'est une mesure qui est quand même un petit peu plus restrictive. Ça ne s'applique pas à tout type d'entreprise. On vise vraiment des plus petites entreprises. On vise des sociétés privées sous contrôle canadien qui ont droit à la DPE. Si on a une entité qui se qualifie pour la mesure de 10 la mesure de 10 va réduire, dans le fond, le montant de la subvention qu'on va avoir en vertu de la subvention de 75 pour la même période. La mesure de 10 juste brièvement, pour ceux qui sont peut-être moins familiers, c'est une subvention salariale qui s'applique pour des salaires versés entre le 18 mars et le 19 juin. C'est d'un montant maximal de 1 375 par employé ou de 25 000 au total par employeur. Donc, ce n'est pas du tout la même envergure que la subvention salariale de 75 mais c'est quand même une aide là, pour les petites entreprises là, qui est intéressante. Puis, à noter aussi, c'est une subvention qui s'obtient, dans le fond, qui s'autofinance, entre guillemets. Il n'y a pas de demande à faire auprès du gouvernement. L'employeur, tout simplement, ce qu'il doit faire, c'est de calculer les montants de remise de retenue à la source de ses employés et il y a une portion des retenues à la source plutôt que de les remettre au gouvernement qui peut conserver. Donc, il y a accès dès maintenant au montant de la subvention. Autre élément aussi, il y a certains employeurs qui ont mis en place des programmes de travail partagé. C'est des programmes, quand on a des employés qui acceptent de réduire leur nombre d'heures de travail par semaine et de partager le travail avec d'autres employés d'un même secteur. Un programme qui est mis en place, qui doit être enregistré à Service Canada. Les employés qui acceptent de réduire leurs heures ont droit à des prestations d'assurance emploi. Donc, si on a ce programme-là qui est en place, bien, les prestations d'assurance emploi qui sont touchées par les employés vont venir réduire le montant de la subvention de 75 Et comme j'ai mentionné, là, la subvention est également bonifiée pour le remboursement de certaines cotisations d'employeurs pour la situation où on a des employés qui sont en congé payé.
La subvention salariale, c'est important à noter pour les employeurs, c'est un montant d'aide gouvernementale. Ça va être inclus dans le calcul du revenu imposable. Et aussi, ça va devoir être considéré là, si on a une entité qui fait aussi des demandes de crédits d'impôt fédéraux qui sont calculés sur la rémunération. Il n'y aura pas de dédoublement là, au niveau du crédit à ce moment-là. On va avoir un ajustement, là, on va avoir une réduction de la rémunération admissible pour les autres crédits. Le fédéral l'a indiqué clairement. Pour l'instant, on attend toujours la confirmation du Québec là, pour les crédits d'impôt québécois, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait un ajustement là, similaire. Est-ce que, Annie, tu pourrais parler de la mesure, de l'effet d'une demande rétroactive par rapport aux gens qui avaient réclamé la PCU au début, par rapport aux premières périodes d'éligibilité? Je pense que c'est une des questions qui revient couramment également, à savoir, certains secteurs ont arrêté plus tard, donc certains avaient déjà demandé la PCU avant que la loi soit sortie. Ce serait utile si tu pouvais donner cet update-là également. Oui, tout à fait. On a beaucoup de clients, beaucoup de gens qui ont posé la question. Ils ont dû, disons, au cours du mois de mars, ont dû mettre à pied certains employés. Ces employés-là ont fait une demande de PCU, ont obtenu leur montant de 2 000 pour la période d'admissibilité relative au mois de mars. Et là, une fois que les employeurs ont vu les précisions, ont fait leurs calculs là, pour le mois de mars au niveau de la subvention salariale, se sont rendus compte qu'ils étaient admissibles et voudraient réembaucher ces employés-là. La question qui nous était posée, est-ce qu'on peut les réembaucher de façon rétroactive? Puis, c'est quoi l'interaction entre les diverses mesures? Puis, effectivement, là, la confirmation qu'on a reçue, c'est que oui, les employeurs peuvent embaucher de façon rétroactive. Évidemment, il y a des préoccupations là, au niveau du droit de l'emploi, mais seulement au niveau de l'interaction des mesures fiscales, l'employeur peut réembaucher rétroactivement ses employés, disons au 15 mars, et les salaires qui vont être versés, payés rétroactivement ces employés-là, et les salaires versés vont être admissibles à la subvention salariale. Là, on a une interaction. Là, la PCU a déjà été réclamée pour ces employés-là. Fait qu'il y a une mécanique qui est mise en place par le gouvernement. Il y a un processus qui existe pour permettre aux employés qui se sont qualifiés pour la PCU, ont fait la demande, ont eu le montant et par la suite se sont fait rappeler au travail et donc ne sont plus admissibles à la mesure. Il y a un processus qui est mis en place pour le remboursement de la PCU. Ça peut se faire par renvoi là, on peut retourner le chèque pour ceux qui n'ont pas été encaissés, là, mais il y a aussi une mécanique qui est mise en place là, via le site web du gouvernement du Canada pour procéder au remboursement de la PCU pour ces employés-là qui sont rappelés au travail. Et il y a un côté intéressant aussi dans certains clients qui ont peut-être une gestion plus serrée de la trésorerie en ce moment, ce n'est pas surprenant. Certains vont probablement un peu retarder leur demande d'application rétroactive pour essayer de se rapprocher de la date où ils vont recevoir la fameuse subvention. On va arriver dans les mesures administratives. Donc, peut-être, Annie, on passe à la slide suivante, là. Oui, tout à fait. Jean-Philippe, est-ce que tu voulais couvrir ces Ouais. points-là? Non, pas ce point-là. Il y a une question, parce qu'on était dans les questions, il y a une question qui revient souvent, là, que l'esprit est similaire. C'est par rapport à, je dirais, la démarcation entre les périodes visées. Donc, les périodes visées là, du 15 mars au 11 avril, je pense de mémoire, du 12 avril, là, je n'ai pas l'autre date précise, là, mais qui est la mi-mai. Donc, l'interaction entre les périodes visées et vos calendriers de paie de vos employés, les calendriers de paie de vos employés. Donc, si par exemple votre calendrier de paie, vous avez payé le 16 mars, ou si une autre société aurait payé la semaine d'après, toutes les compagnies ont leur calendrier de paie spécifique. Il n'y a pas de notion par rapport à quand vous avez fait la paye versus pas fait la paye. C'est vraiment le salaire versé pendant la période visée par la norme ici. Ce n'est pas le fait de faire une paye au début de la période versus la fin. C'est le nombre de jours où vous avez payé des employés et où les employés sont admissibles à un salaire qui a été versé pendant cette période-là. Donc, il va falloir que pour votre société, vous faites la démarcation des salaires versés pendant cette période-là et non pas l'effet des courus de salaire. J'espère être assez clair, là. C'est vraiment ce qui a été versé pendant la période visée et non pas les jeux de courus de salaire. Merci, Jean-Philippe.
Pour l'aspect plus administratif, la conformité, la façon dont la demande va être faite par les employeurs, c'est ce qu'on mentionne, c'est au moyen d'un formulaire prescrit, mais tout ça va se faire en ligne. La demande va pouvoir être présentée via mon dossier d'entreprise. Donc, pour ceux qui n'ont pas accès via mon dossier, c'est important pour les employeurs là, de se créer un accès rapidement pour faciliter le traitement de leur demande. Il va y avoir aussi un portal là, spécifique qui va être créé par l'ARC. Les dernières indications qu'on a, c'est que ça devrait être prêt et disponible à partir de la semaine prochaine, ce qui est quand même une bonne nouvelle là, pour les employeurs. Le délai pour faire la demande, c'est jusqu'au mois d'octobre 2020. Donc, on a des situations où il n'y a pas d'urgence de faire la demande. C'est sûr qu'il y a des questions puis Jean-Philippe va le mentionner, là, mais il y a des questions de cash flow, mais autrement, il n'y a pas d'urgence de faire la demande là, dès que le portail est ouvert ou de dire il y a une période là, après la fin du mois en question. On a vraiment jusqu'à octobre pour présenter la demande. Un élément qui est très important, c'est que dans le cadre de la demande, puis on va avoir évidemment plus de détails quand on va voir en ligne, ça ressemble à quoi, là, ce qui doit être fourni comme information, mais l'exigence dans la loi, c'est qu'il doit y avoir une personne responsable des finances au sein de l'entreprise, probablement le CFO, qui va devoir attester que la demande est complète et exact dans tous les points importants. Donc, ça, c'est important là, pour s'assurer qu'on est confortable avec la baisse de revenus qui a été calculée parce qu'il y a une certification, une attestation qui va devoir être donnée là, par quelqu'un à l'interne. Et comme on va le voir plus loin, là, il y a certaines conséquences là, si l'information fournie n'est pas exacte. Mais ça, c'est un élément là, que il y a plusieurs entreprises là, qui ont besoin de support là, pour valider leurs calculs à ce niveau-là là, pour s'assurer que leur baisse de revenus est bien documentée. On ne sait pas encore pour l'instant quel niveau de détail va devoir être fourni là, au moment de faire la demande. Comme c'est en ligne, peut-être que ça va être une attestation relativement simple, puis le backup, le support va devoir être conservé, puis pourra être vérifié là, ultérieurement par les autorités fiscales, mais c'est ce genre de détails là, qu'on va avoir des précisions là, probablement au cours de la semaine prochaine. Excellent. Jean-Philippe, je pense qu'il y avait un aspect là, au niveau de cash flow, liquidité, peut-être que tu voulais Benoît préciser. en a parlé, puis... Je pense qu'il y a des points là, qui reviennent, puis évidemment, on veut respecter le temps alloué. Là. Il y a un des points qui est important, c'est les gens disent pourquoi je ferais la demande de subvention salariale pour mes employés si, par exemple, une grande majorité de mes employés ne sont pas au travail aujourd'hui parce que je ne suis pas un service essentiel ou mon entreprise n'est pas en fonction, puis ça va me créer un problème de liquidité. Un des éléments importants, c'est aussi la visibilité présentement. Peu de gens ont une boule de cristal. Là, quand on regarde les marchés boursiers, on dirait qu'il y a ben là, peut-être plus ces derniers jours, mais jusqu'à tout récemment, il n'y avait pas la même boule de cristal que tout le monde. Je pense que ce qui est important, c'est que présentement, les mises à pied temporaires, ça couvre une période qui est permise, mais d'une période d'une durée limitée. Disons, si on prend au Québec, mettons 12 semaines. Mais c'est sûr que d'accéder à cette mesure-là, ça permet de reporter la possibilité de mettre en mise à pied temporaire les employés. Donc, on gagne un 12 semaines et ensuite, on peut appliquer une mise à pied temporaire si la mesure n'est pas reconduite, comme Annie l'a mentionné. Donc, ça vous permet de gérer une période plus grande de visibilité. Donc, ça, c'est un avantage qu'on voit chez plusieurs clients qui désirent avoir comme 24 semaines de gestion plus active de leur liquidité, mais surtout de leur payroll, de conserver le lien d'emploi avec leur employé et de ne pas être forcé, par exemple, de faire des mises à pied plus permanentes ou d'indemniser leurs employés en vertu soit des lois en mesure des lois de travail. Donc, ça, c'est un des points intéressants, c'est que de juxtaposer la mesure aux autres possibilités en matière de gestion de mise à pied temporaire, ça ajoute de la visibilité. Parfait. Merci, Benoît. Le dernier point qu'on voulait couvrir, c'est la question de règles anti-évitement et pénalités qui sont prévues dans la mesure. Benoît, je voulais juste dire, je pense qu'on ne passera pas beaucoup de temps là-dessus. Là. C'est sûr que nous, évidemment, on ne voit pas beaucoup dans notre base de clients présentement des gens qui essaient de tricher le système. Je pense que tout ce qu'on a à dire là-dessus, c'est que le gouvernement fédéral s'est dit très sévère sur l'application de la mesure. Il va y avoir des vérifications de fait, donc la documentation, comme Annie l'a mentionné, va être adéquate. Bon, l'emprisonnement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de
de CFO emprisonnés là, donc, au Canada. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain matin nécessairement, mais ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Une autre question qui m'est posée ce matin par plusieurs CEO, c'est toute la question de ce qu'on voit présentement en Europe qui viennent limiter l'accès aux subventions du gouvernement lorsque, par exemple, des entreprises vont avoir des politiques de dividendes, des politiques de rachat d'actions, des politiques de distribution au profit de leurs actionnaires, ou encore font l'utilisation de planification fiscale agressive ou de paradis fiscaux. Présentement, cette mesure-là, il n'y a pas de mesure similaire au Canada, même si présentement, on sait que ça va être débattu en Chambre, probablement aujourd'hui, à l'Assemblée nationale également. Donc ça n'existe pas présentement. Ce n'est pas dit que ça n'arrivera pas. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le gouvernement a promis son aide aux banques canadiennes, mais les a bien avisés d'être prudents dans la gestion de leur politique de dividendes et de rachat d'actions. Donc, évidemment, ça, c'est une mesure qui n'est pas légale, mais qui est plutôt au niveau de messages clés auprès des dirigeants de nos banques canadiennes, mais rien de près de ce qu'on voit en Europe présentement. Donc, si jamais ça l'arrive, on verra, mais pour l'instant, ce n'est pas là. Oui, tout à fait. Puis, il y a aussi dans la loi, le gouvernement s'est gardé la possibilité de rendre public le nom de tout employeur, toute personne qui fait une demande de subvention. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une espèce de registre, ce qui pourrait faire en sorte que certaines entreprises là, qui techniquement pourraient se qualifier, mais qu'on s'entend que l'esprit de la mesure ne serait peut-être pas rencontré, vont peut-être y penser à 2 fois avant de faire une demande. Là. Je pense que c'est le gouvernement qui voulait mettre un peu de pression là, du côté du public là, à ce niveau-là. Il y a un peu de pression au niveau des employés également, je présume, là, si on voit que son employeur a fait la demande. Là. Tout à fait. On a eu pas loin de 200 questions là, dans le document de questions-réponses. On a essayé puis il nous reste 4 minutes. Là. On a essayé de répondre aux questions les plus fréquentes au fur et à mesure qu'on présentait. On a aussi répondu à plus d'une vingtaine. Là. Malheureusement, ce n'est pas l'entièreté des questions. On a un document, on va partager la présentation, mais on a aussi un document beaucoup plus détaillé qui existe, qui inclut aussi l'entièreté des autres mesures annoncées au fédéral et au provincial. On recommande à toute société de prendre 1 heure, passer au travers, parce qu'il pourrait y avoir d'autres mesures qui pourraient vous aider à passer au travers de la crise. Je pense, Benoît, si on avait un mot de la fin, c'est une gestion des liquidités. C'est important de prendre le temps de bien calculer si on se qualifie pour la subvention salariale. C'est une mesure extrêmement importante. Il faut garder en tête la gestion des liquidités. L'objectif, c'est de permettre de garder le lien d'emploi avec vos employés pour permettre de préparer les sociétés canadiennes au retour après la crise, parce que là, on est les 2 pieds dans la crise présentement, mais il va y avoir un après la crise. Donc, ça a été un plaisir pour nous autres de présenter. Je ne sais pas, Benoît, si tu avais… Premièrement, un grand merci pour une participation aussi importante. Pour les questions-réponses, nous, ça fait partie de notre implication auprès de la Chambre. On va tenter de répondre à une vaste majorité de ces questions-là. Évidemment, l'idée n'est pas que ça se transforme tout en consultation très spécifique, mais on va s'assurer que vous ayez une réponse à la majorité des questions qui ont été posées dans la mesure où la logistique le permet, Guy Jobin. Donc, nous, on va faire l'effort nécessaire pour répondre à vos questions de façon raisonnable. Sinon, soyez résilients. Puis, je crois qu'on va tous… on a tous hâte de prendre un verre de vin ou une petite bière, là, mais ça ne sera pas aujourd'hui, ce sera le prochain événement de la Chambre. Merci à vous trois. Merci Benoît, Jean-Philippe, Annie pour votre participation. Je pense qu'il y avait énormément d'intérêt. Benoît, tu as pris une partie de mes fonctions. Je suis très heureux. Tu le fais comme un pro. On va t'engager. Il y a plus de 165 questions. Comme tu l'as dit, on compte sur vous que vous puissiez répondre à ces questions-là par courriel. Nous avons prévu également pour tous les participants un court sondage à la sortie du webinaire. Ça va prendre 2 minutes, mais c'est important pour nous pour qu'on puisse s'améliorer. Enfin, pour finir, merci encore à vous tous d'être ici présents. Tenez-vous au courant, on a des webinaires comme ça quasiment tous les jours. Je vous invite à visiter notre site web au www.ccmm.ca. Et merci à KPMG, merci à Hydro-Québec. Et là-dessus, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci, au revoir et à bientôt. Merci.
Merci. Au revoir.